Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultime, pour un point important sur l'investissement immobilier. Nous évoquerons la pierre papier et notamment les SCPI dont le marché traverse une zone de turbulence, puis nous parlerons des opportunités d'investissement actuelles. Enfin, un point sur le projet de loi de finances ne sera pas inutile. Voici de suite Jean-Luc Guittard. Jean-Luc Guittard, bonjour. Bonjour. La forte hausse des taux d'intérêt n'a pas eu pour seul impact de réduire l'accès au crédit des primo-accédants. C'est pourtant un sujet qui est énormément traité. Mais cette baisse a aussi eu un fort impact sur la pierre papier, notamment les SCPI. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière ? Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets, finalement, c'est-à-dire que l'effet de levier, finalement, qui était utilisé pour acheter des SCPI, pour les acheter et dans les SCPI pour acheter des actifs, donc on a deux niveaux d'utilisation du crédit, ont été impactés dans la même proportion, évidemment. Et donc, ça a limité la capacité d'acquisition comme pour l'immobilier direct. Et puis ensuite, ça a fait augmenter le coût de la dette dans les SCPI, donc à l'intérieur des véhicules. Donc, il y a deux phénomènes. D'abord, ça ne permet plus d'avoir des taux de rendement qui soient aussi élevés. Et la deuxième conséquence, c'est que ces dettes, quand elles sont à refinancer, parce qu'il y avait des dettes qui étaient intéressantes historiquement avec des taux assez bas, le seront avec des taux plus élevés, et donc c'est plus difficile. Donc on a un problème de volume, et on aura ensuite évidemment un problème de taux. Et donc vous nous dites que les actifs perdent de la valeur aussi. Alors ça, c'est le troisième phénomène qui est lié à la hausse des taux, c'est que le taux sans risque, en fait, le fameuse OAT 10 ans de l'État français, elle est montée de 0 à 3, 3,5 même, je crois, ces jours-ci. Et donc tout s'est décalé d'autant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un produit immobilier, il devrait avoir monté en taux de rendement de 3% à peu près, on va dire, pour être schématique. Et donc ce phénomène ne s'étant pas produit pour plein de raisons. La première, c'est dans le neuf, par exemple, que les produits ont été conçus historiquement. C'est-à-dire on a acheté un terrain, on a développé, donc les prix qui ont été là-dedans, et donc les loyers qu'on peut mettre en face pour calculer le taux de rentabilité, on peut les faire bouger, mais pas dans des proportions aussi importantes que la hausse des taux. Il faut se rappeler qu'elle est juste exceptionnelle. C'est pas arrivé très souvent. Donc ça, c'est un phénomène qui a évidemment décalé tout ça. Et donc le rendement immobilier n'a pas encore, mais ça va venir, suffisamment augmenter. Donc la façon de le faire augmenter, c'est augmenter le loyer, le rendement. Mais bon, on voit bien que c'est quand même pas évident entre l'encadrement, la capacité même du locataire à payer. Et puis le deuxième phénomène, qui est le plus courant et le plus fréquent, ça va être la baisse des prix. Puisque le même loyer comparé à un prix plus bas vous ramènera dans un taux qui sera un taux autour de ce qu'on attend, c'est-à-dire le taux sans risque plus à peu près 3% ou 300 points de base, comme on dit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus intéressant d'investir dans des SCPI ? Alors, plusieurs choses sur la question des SCPI. D'abord, il y a dans les SCPI, il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on constate régulièrement où on voit baisser les valeurs de part. Donc là, ça veut dire que effectivement, ce qu'on constate, c'est-à-dire ce difficulté économique, d'accord, difficulté à se financer, désaffection du bureau. Le Covid nous a appris qu'on pouvait se passer de bureau. Et à l'éprouver. Voilà. Monsieur Bezos nous avait aussi montré qu'on devait pouvoir se passer de commerce. Alors on voit que c'est pas toujours exactement le cas, mais enfin tous ces phénomènes qui sont des phénomènes d'usage commencent à se répercuter sur ces actifs. Donc évidemment, il y a moins de loyer. Donc s'il y a moins de loyer, la valeur de l'actif baisse. Donc les taux montent, la valeur de l'actif baisse par l'effet d'usage, ça fait beaucoup. Donc ça fait des baisses assez importantes qui sont celles qu'on constate. Donc toutes les vieilles SCPI, je mets des guillemets à vieilles évidemment, les SCPI anciennes, elles connaissent ce phénomène toutes. Voilà, où qu'elles soient investies, puisqu'à 95%, elles sont investies d'ailleurs dans du commerce ou dans du bureau. Donc les deux phénomènes c'est automatique. Une fois qu'on a constaté ce phénomène, il y a une autre catégorie, c'est les SCPI jeunes. Bon, les jeunes, elles ont été créées post-Covid, donc elles n'ont pas tous ces actifs historiques, elles n'ont pas toutes ces difficultés, et donc elles ne vont pas connaître, d'ailleurs on voit pas de nouvelles SCPI annoncer des baisses de valeur de part, ce qui est normal, tout ça est normal. Donc en fait, la question pour l'épargnant finalement, ça va être de dire, oulala, ce que j'avais mis dans ma SCPI ancienne perd de la valeur, que faire ? Donc et évidemment, alors, qu'est-ce qu'on fait alors ? Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas être auto-réalisateur. C'est-à-dire si tout le monde essaye de revendre ses parts de SCPI, d'abord, on ne pourra pas les vendre parce qu'il n'y a pas une liquidité assurée. La liquidité est liée à deux phénomènes. Le premier, c'est d'autres souscripteurs. Donc je vends mes parts à un nouveau. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et le deuxième phénomène, c'est que la SCPI doit vendre des actifs
pour trouver de la liquidité et rembourser effectivement celui qui avait des parts. Mais là c'est pareil, c'est pas trop la saison puisque comme les prix baissent, il y a peu de transactions en vérité, mais on constate une baisse des prix. Évidemment, c'est pas une bonne idée non plus. Donc on voit bien qu'à mon avis il y a deux attitudes, c'est-à-dire le stock. Là où on est investi dans une SCPI ancienne, faut vérifier qu'elle soit pas investie dans les pires actifs possibles au monde. Bon, alors une fois que vous avez fait ça, évidemment, donc moi je pense qu'il faut garder. D'accord, et attendre, puisque quand les taux rebaisseront, tous ces phénomènes s'inverseront, c'est assez mécanique. En tout cas, ça va s'adoucir. Ça va s'adoucir, puis ça s'inversera, c'est très mécanique. Et puis, tout ce qu'on veut investir en plus, ce qu'on appelle le new cash, les nouveaux investissements, alors là, il vaut mieux les faire dans des SCPI jeunes, récentes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, j'investis au bon moment, elles achètent des actifs au bon moment, et là, quand les taux rebaisseront, si on fait cette hypothèse qui s'applique à nos deux cas, quand les taux rebaisseront, alors ce jour-là, j'aurai encore plus gagné. Donc il y a une espèce de potentiel lié à la future baisse des taux. Et quelle est la composition des actifs des nouvelles SCPI ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. En fait, ça dénote aussi une tendance. La composition. Alors, ce qu'on constate, c'est l'arrivée du résidentiel. Jusque-là, le résidentiel, ça n'existait que de façon très marginale. Donc, on a vu des SCPI, ou des véhicules type SCI chez des compagnies d'assurance. On a nous-mêmes participé à la création d'Ecorésil avec la Caisse des dépôts et l'assureur Apicil, qui est une nouvelle façon, c'est de dire aux investisseurs, vous contribuez à permettre l'accès à des logements. Donc là-dedans, on a mis des résidences étudiants, du logement intermédiaire, du logement libre, et des résidences seniors. Un peu tout le parcours de vie, dès lors qu'il se fait ailleurs que dans le parc social, qui lui, il n'allait pas concerner évidemment, mais tout ce parcours de vie, on a essayé de le mettre dedans. Donc c'est quand même un sujet, le résidentiel, qui devient et qui va devenir important. D'ailleurs, on a vu dans le projet de loi de finances, finalement, que l'État commence à arriver sur un petit avantage pour le logement intermédiaire. Donc ça veut bien dire que la prise de conscience, alors on la considère, j'imagine, collectivement comme insuffisante, mais elle existe, elle est marquée dans un document quand même qui est un document essentiel de la vie de notre pays. Donc ça arrive sur le résidentiel. Ça, c'est un peu nouveau. Ensuite, c'est plutôt des actifs plus petits, puisque là, on sort du syndrome des grandes tours ou des grands ensembles de bureaux dont on voit qu'ils peuvent très vite devenir obsolètes. Et cette obsolescence des bureaux, liée au Covid, mais aussi à des aspects techniques, je pense là au décret tertiaire, eh bien évidemment, elle milite pour avoir des choses plus petites, parce qu'on peut mieux les travailler, on peut mieux les revendre. Et donc on voit bien que cette question de liquidité, là, qui est devenue ces jours-ci très importante, elle est plus facile à gérer avec beaucoup de petits actifs qu'elle ne l'est avec un ou deux gros actifs, parce que là, il faut trouver un acheteur, et en ce moment... Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on constate également une répartition différente des actifs sur le territoire ? Alors, je m'entends. Est-ce que certains actifs en région, maintenant, suscitent plus d'intérêt, par exemple ? Évidemment, parce que le marché des bureaux, par exemple, il est très francilien, parisien et francilien. Des grandes villes de province n'ont pas les mêmes sujets en matière de bureaux. Donc, il y a un peu plus de potentiel. Il y a tous les sujets logistiques qui existent aussi, puisque par définition, il y a un effet territorial. Dans la logistique, on est sur le lien. Donc ça marche également. On voit une autre catégorie avec laquelle moi je suis un petit peu plus dubitatif, c'est les investissements à l'étranger. Avec un argument qui est de dire que les marchés dits anglo-saxons corrigent plus vite. Donc on peut acheter des actifs plutôt plus vite dans les deux sens. Moins chers, mais faut être à l'aise avec le sujet. On a vu l'immobilier en Allemagne, par exemple, dont tout le monde pensait que c'était un truc qui, comme beaucoup de choses en Allemagne, ne bougeait pas. C'est pas le cas, ça bouge, et donc je pense que on a de quoi faire sur le territoire national. Il y a des actifs qui vont être à la vente, plutôt dans des bonnes conditions, d'accord, que ce soit du bureau, d'ailleurs, du commerce ou évidemment du résidentiel. Voilà, je pense que là il y a quelque chose d'intéressant à faire au bénéfice de nos habitants, des habitants de la France et des investisseurs en France. Donc, si je vous ai bien compris, il existe des segments intéressants pour les investisseurs en ce moment et il y a des opportunités. Les prix sur l'immobilier professionnel sont à la baisse. Donc, c'est toujours intéressant de se poser la question de l'acquisition à la baisse. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on a un avantage, c'est qu'on achète un peu moins cher que ce qu'on pense que ça vaudra dans quelques années. On était depuis 2014 pratiquement dans un marché qui n'était que haussier. Il n'y a rien qui baissait. C'était même d'ailleurs, c'était navrant, mais rien ne baissait. Donc on était toujours acheteur en se disant que ça montait. Bon, là on a vu que ça pouvait baisser. On se met sur la pente qui baisse. Bon, c'est ce que connaissent les gens qui opèrent en bourse tous les jours. Il faut suivre. Voilà. Donc l'immobilier, c'est moins liquide. Ça s'appelle aussi la vraie vie, en fait. Exactement. Mais absolument. Et voilà. Et donc c'est la redécouverte de ça finalement, parce que il y a rien d'original. Mais on redécouvre ce phénomène et donc on redécouvre des opportunités
Voilà, ça c'est intéressant, je trouve. Et justement, en termes d'opportunités, en ce moment, les promoteurs consentent des gestes commerciaux. Est-ce qu'il est bon de se dire qu'on va en profiter ? Alors, je vais prendre un exemple qui est le Pinel. Donc, je parle de quelque chose qui est donc terminé. Mais en même temps, ça va durer encore jusqu'à la fin de 2024. Donc là, on voit arriver effectivement une génération de Pinel qui sont sans doute les plus intéressants parce qu'il y a cet effet décote. On connaît les difficultés que rencontrent les promoteurs et de toute évidence, ils font tous les efforts possibles pour vendre ces actifs. Et je pense que c'est vraiment une opportunité pour les investisseurs. Donc le Pinel a sans doute d'ailleurs, à mon sens, jamais été aussi intéressant. C'est la première fois où le taux de rentabilité d'un Pinel, du fait de la décote, on achète l'actif moins cher, est vraiment un taux qui commence à être très intéressant. Et des logements de qualité au surplus. Bien sûr, donc on a eu la montée en charge des normes, la montée normative, là on est en plein dedans, puisqu'on est en Pinel+, donc il a plein de petits avantages complémentaires. Donc c'est un espèce de moment de marché. Le paradoxe de ce que je dis là, de notre échange, c'est qu'en fait ça ne va pas durer. Voilà, c'est ça c'est assez original finalement. C'est le mieux, mais pas longtemps. J'ai une question sur la location meublée saisonnière. Est-ce qu'il y a des régions plus porteuses que d'autres ? La logique touristique. En dehors des grands classiques, évidemment. Tourisme, montagne, évidemment. Ensuite, il y a des régions qui ont développé. En fait, ce qu'on a vu depuis quelques années, c'est qu'on avait un pays qui avait beaucoup de touristes. On est souvent premier ou deuxième dans les classements mondiaux. En revanche, ils allaient plutôt tous au même endroit. Bon, alors, c'était la Tour Eiffel ou Versailles, évidemment, que tout le monde connaît. Mais il s'est trouvé dans plusieurs régions la capacité à développer une offre touristique qui va permettre de drainer ces touristes. Une fois qu'ils sont en France, une fois qu'ils sont arrivés, il faut avoir une diversité d'offres. Et beaucoup de régions, alors on peut penser évidemment à la montagne, l'été, enfin tout le monde a travaillé le sujet sur ce qu'étaient leurs fondamentaux, musées, châteaux, enfin histoire des territoires. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de touristes qui vont ailleurs que sur les spots, évidemment, les plus connus, qui sont ceux pour lesquels, d'ailleurs, généralement, ils viennent. Mais ça, c'est un phénomène qui a développé, d'ailleurs, un peu partout en France, des hébergements touristiques. Alors, on entend beaucoup de choses sur le méchant Airbnb, évidemment, mais il est aussi en face d'un besoin. Et je rappelle juste là qu'il y a 7 ou même 8% du PIB de la France qui est fait sur l'activité touristique. Donc, je comprends les débats autour de l'Airbnb consomme du logement pour loger des gens, donc ça va très bien. Mais s'il n'y a plus d'hébergement touristique, il n'y aura plus de touristes. Il faut avoir une vision un peu plus macroéconomique aussi. Voilà. Parfois. Et donc, peut-être, une des réflexions, à mon avis, qui peut être mise en avant, c'est la limitation du Airbnb doit s'accompagner d'un développement de l'hôtellerie ou des résidences de tourisme pour que la bascule se fasse. D'ailleurs, ce sera assez positif. On aura une offre touristique de qualité, puisque ce sera des actifs qui auront été conçus récemment. Et on aura une offre pour les habitants qui sera une offre dont le prix baissera, ce qui leur permettra d'accéder à des logements. On sait tous, on prend tous l'exemple, je prends le Pays Basque, que j'aime bien, là où on voit bien que se loger sur la côte basque, quand vous êtes quelqu'un qui travaille avec un salaire normal, vous ne pouvez pas. En fait, c'est devenu impossible. Je vais passer aux seniors et aux EHPAD. On va parler des résidences gérées à leur destination. C'est une alternative aux structures médicalisées. Qu'en est-il de l'image ? Est-ce que les investisseurs ont envie de se porter sur ce secteur ? Alors, on sort sans doute, je pense, de la période difficile qui a été celle initiée par le livre sur Orpea. On a vu ce qui s'est passé, donc ça a été une dégringolade complète en bourse. Donc, il y a eu une sanction morale, évidemment, mais financière également. Aujourd'hui, le sujet est à peu près terminé, puisqu'il y a un nouveau pool d'investisseurs avec un certain nombre Il y a eu beaucoup de changements dans cette dynamique-là. Ce qui fait que pour les investisseurs, je pense que le sujet de l'âge, mécaniquement, on ne le découvre pas, mais nous allons tous vieillir. Et donc, à partir de là, le besoin est croissant, et même fortement croissant. Le marché sera immense, d'ailleurs. Le marché est immense, et puis surtout que si on veut libérer des logements que je vais qualifier de familiaux, il faut bien avoir des structures d'accueil, puisqu'on vit plutôt plus vieux, voilà, et on est plutôt plus consommateur de services, donc tout ce logement avec services se développe. Et donc, évidemment, c'est aujourd'hui... je pense que la crise est passée. Donc aujourd'hui, on regarde ces actifs comme étant des actifs nécessaires au territoire, puisque là, on est sur une installation très territoriale en plus. Il n'y a pas trop d'effet de concentration. Étudiants, si je parle des étudiants, il faut quand même qu'il y ait une espèce d'université, en tout cas des écoles, quelque chose. Il n'y en a pas partout. Seniors, on peut être beaucoup plus diffus finalement dans le paysage du territoire, ce qui est plutôt intéressant pour les territoires, bien sûr. Et finalement, vous venez de parler des étudiants. Là, c'est un marché extrêmement porteur en France.
Démographique, les deux marchés démographiques sont les seniors. Oui. La pyramide des âges le montre facilement. Et les étudiants, où on a une croissance très forte. Et puis surtout, pour les étudiants, il y a un deuxième phénomène. Dans la diminution du marché locatif, dans cette hausse des prix, etc., les étudiants se logent de moins en moins bien. Ça, c'est un vrai sujet avec des logiques de revenus, de coût du logement. On a tous entendu parler des difficultés, y compris pour se nourrir. Donc on voit bien que développer une offre, plus il y a d'offres, plus les prix baissent. C'est une espèce de mécanique infernale. Et en tout cas, là, elle est très positive puisqu'elle permet quand même à plus de gens de se loger. Sur les étudiants aujourd'hui, il ne faut surtout pas que la production des nouveaux logements ralentisse. On voit aussi que pour l'investisseur, il peut y avoir là un impact social réel en fait, sur la société française. Je pense aux résidences pour les seniors ou pour les étudiants. Bien sûr. C'est un des messages que, en tout cas, nous essayons de transmettre aux investisseurs en disant votre investissement sert à quelque chose. Il sert, évidemment, c'est un investissement, c'est un épargnant qui fait un investissement financier, donc il sert à rémunérer votre capital, celui que vous allez investir dedans, c'est très bien, mais il sert aussi à loger des personnes dont peut-être vous avez connaissance finalement, puisque un étudiant, il y en a dans beaucoup de familles, une personne âgée, il y en a dans presque toutes les familles, je pense. Donc on est quand même dans une mécanique où il y a un intérêt à l'investissement qui dépasse le pur intérêt financier. Et moi j'ai coutume de dire, on n'habite pas dans une action, on n'habite pas dans une obligation, mais dans un logement, jusque-là, oui, puisqu'on n'a pas virtualisé le logement. On a virtualisé le bureau, on a un petit peu virtualisé le commerce aussi, finalement, on peut commander plein de choses, mais on n'a pas virtualisé le logement. Ça, c'est un argument aujourd'hui qui est implacable, je trouve. Et on va se souvenir de votre formule. La dernière question, elle a trait à l'actualité. Le grand sujet du moment, c'est la loi de finances. Que penser de la multitude d'amendements qui sont déposés par les députés en ce moment ? Alors, ça, c'est une excellente question. On est au début du processus. Donc, sortent plein d'amendements, plein d'idées. Je pense que c'est aussi le propre de la représentation nationale que de porter des idées qui viennent, on le sait bien, des territoires et des circonscriptions. On est content de voir que ça cogite. Ça cogite, etc. Mais c'est très bien. Après, la cohérence d'ensemble, dans un marché où, j'allais dire, quand tout va bien, on peut se permettre d'avoir quelques réflexions que je qualifierais de latérales. Dans un marché comme le nôtre, aujourd'hui sur le logement, où on est quand même en train de rentrer dans une zone, il n'y a plus de locatif, il n'y a plus de neuf, il n'y a plus d'accession. Enfin, voilà. On ne peut pas se priver d'une analyse complète sur les investisseurs. Aujourd'hui, par exemple, les investisseurs institutionnels sont tous partis. Parce qu'ils préfèrent acheter des obligations et c'est beaucoup plus liquide que l'immobilier dans le monde que nous connaissons. C'est comme ça, c'est leur décision. Je rappelle que ces institutionnels, on leur confie la gestion, par exemple, de nos retraites ou de notre épargne. On est bien content qu'ils soient performants. Parce que s'ils viennent nous expliquer qu'ils ont finalement acheté quelque chose de moins liquide et qui rapporte moins, on va leur dire, vous ne faites pas votre boulot, on ira se mettre ailleurs. Donc ils font leur job assez correctement. Simplement, comme ils ont disparu du marché, si on fait aussi disparaître avec un certain nombre de mesures, je pense à des mesures fiscales, les investisseurs personnes physiques, individuelles, il n'y aura plus d'investisseurs. Ça veut dire qu'on ne va plus construire de logements dans ce pays puisque personne ne les achètera, on ne peut plus accéder. D'accord ? Donc il y aura une espèce de marché croupion qui ne permettra plus à personne. Je rappelle que c'est beaucoup de fiscalité, je rappelle que c'est beaucoup d'emplois. Donc je trouve ça très contre-intuitif par rapport à ce que sont aujourd'hui les objectifs affichés du gouvernement, qui sont des bons objectifs, créer des emplois, faire baisser les impôts, enfin, on entend tout ça, on peut même dire qu'on le constate, mais là, sur ce sujet-là, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est en train de s'arrêter. Il n'y a pas de ligne directrice ? On n'en voit pas aujourd'hui. Oui. Il y en a peut-être une, on ne la voit pas. Il y a un nouveau ministre, donc il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Il a d'ailleurs pris quelques positions assez fortes, mais le fiscal, ce n'est pas le ministre du Logement qui décide. Et là ça se saurait. Et donc là, ça se passe à Bercy. Donc on est dans un exercice d'amendement. On comprend tous que ce budget sera sans doute voté en utilisant le fameux 49.3. À partir de là, quelle place ça laissera à la discussion ? Voilà. Il y a peu de visibilité, je trouve, sur ce sujet. D'ailleurs, on cherche souvent à parler au ministre du Logement, mais finalement, Bercy, c'est pas facile de les joindre. C'est moins facile, mais d'avoir des réponses et de savoir où est-ce qu'ils vont. Tous les ministres ont des idées. Dans leur ministère, mais ensuite ils doivent aller valider, mais c'est plutôt pas mal, je rappelle que c'est quand même les impôts, nos impôts qui financent tout ça, et doivent ensuite aller valider ça auprès de Bercy. Donc c'est pas une mauvaise méthode, je pense, sur le plan d'ailleurs, sinon on n'en serait sûrement pas là. Après c'est très frustrant, c'est-à-dire qu'une très bonne idée, une très belle idée peut se faire retoquer, comme on dit, du côté de Bercy en disant non, ça coûte trop cher, c'est pas possible, ou voilà. Donc, mais c'est le fonctionnement de notre pays, donc je crois, j'ai pas compris que ça allait beaucoup changer. Une dernière question, on va rêver un petit peu. Quelle est pour vous la loi de finances idéale pour le logement ?
celle qui ne changerait pas des éléments qui ont donné de la confiance aux investisseurs, institutionnels d'ailleurs ou particuliers, je ne fais pas la différence. Je pense que si on n'a pas confiance, au moment d'investir son argent, on est tous sur le débat de savoir est-ce que je ne fais pas une bêtise ? Est-ce que je peux faire confiance à mon conseiller ? Est-ce que je peux faire confiance à la banque, à la compagnie d'assurance ? Enfin, c'est le sujet des contreparties et des intermédiaires. Et dans ce moment-là, il y en a un auquel on doit pouvoir faire toujours confiance, c'est l'État finalement. On peut se tromper sur un placement parmi d'autres, ça arrive, c'est la vie. Mais si l'État lui-même donne une telle volatilité dans ces fameux amendements ou ces sujets sur lesquels on se dit on ne comprend rien, enfin, on n'a pas la vision politique de ce qu'ils veulent faire, cette confiance-là, elle est assez facile à détruire, elle est assez difficile à reconstruire. Donc ça, c'est le sujet pour moi. La loi de finances idéale, si je devais vous la décrire d'ailleurs, sans doute que je ne peux pas, et puis là ce serait très long, mais elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est dans la stabilité et la confiance. Un grand merci Jean-Luc Guittard. Merci beaucoup.